Est-ce que vous saviez que Louane et Jérémy Ferrari, ils avaient un TDAH? Jérémy Ferrari, tu as été diagnostiqué obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH et haut potentiel HPI. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ça veut dire que ça veut dire qu'avant que je rentre en cure de désintoxication, on pouvait me trouver un peu bizarre. Déjà, pour commencer, petite mise en contexte, il faut savoir que Jérémy Ferrari, il parle ouvertement de son ancien alcoolisme, du fait qu'il a été avec les alcooliques anonymes pendant un temps et qu'il a suivi aussi une cure de désintoxication pour son sevrage. Je tiens à préciser que les personnes qui ont un TDAH, elles sont généralement plus à risque de développer des dépendances à l'alcool ou à d'autres substances, des drogues, etc. Non, mais c'est bien d'avoir remis ça dans un contexte, parce que par exemple, moi, j'ai pas fait un test... J'ai pas voulu savoir si j'étais HP, et très sincèrement, je vais te dire très sincèrement, je m'en fous complètement. C'est quand je suis rentré en cure de désintoxication après une tentative de suicide, je suis rentré dans une cure qui était géniale, où il y avait plein de thérapeutes, psychiatres, comportementalistes, etc. Je vivais une errance diagnostique depuis 20 ans, 25 ans. J'ai demandé à aller voir des psys déjà à 14 ans, parce que je sentais qu'il y avait des trucs dans la tête, et tout le monde m'a toujours dit non, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand je suis entré dans cette cure, ils ont dit si, il y a des trucs. si, il y a des trucs. On notera que la première fois qu'il est allé voir un psy, il avait 14 ans. Et c'est vrai que quand on est avec un trouble du neurodéveloppement de type autisme ou TDAH, on va avoir besoin généralement de consulter un psychologue très tôt dans notre vie, beaucoup plus tôt que la plupart des gens. Donc moi, par exemple, j'avais 5 ans. Jérémy Ferrari, lui, il en avait 14. Et on verra tout à l'heure que Louane, elle avait 8 ans. Donc j'ai dit bon, ben voilà. Et donc on s'est mis à faire plein de tests. Et dans le lot, on m'a dit que j'étais HP. Donc le TDAH, comme l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'on est avec un câblage neurologique qui est différent, et donc la façon dont le cerveau se développe depuis la naissance se fait là aussi différemment. Et c'est parce qu'on a un câblage neurologique différent qu'on peut être plus à risque d'avoir des difficultés pour s'intégrer socialement ou pour gérer ses émotions. Donc ce sont ces événements-là qui vont amener en fait à consulter très tôt un psychologue ou un psychiatre. Ça n'a absolument rien changé à ma vie. De toute façon, j'ai arrêté l'école en seconde, j'étais nul à l'école, je suis toujours nul. Est-ce que ça a un lien avec le fait d'avoir arrêté l'école? Alors Mouloud pose une question très intéressante. Est-ce que le fait d'avoir un HPI, c'est lié à sa situation d'échec scolaire? C'est malheureusement une idée reçue qu'on entend encore beaucoup trop souvent, mais ce n'est absolument pas le cas. S'il a eu des difficultés dans sa scolarité, ça n'a rien à voir avec son HPI éventuel, parce que du coup on n'est même pas sûr qu'il a un HPI, il n'a pas fait de test de QI. S'il a eu des difficultés à l'école, c'est parce qu'il a un TDAH. Je pense que l'ensemble a créé un lien. C'est vrai qu'on dit souvent que les HP peuvent avoir des difficultés à s'intégrer, mais je pense que c'était un bloc complet que j'avais dans la tête qui disait que de toute façon je ne m'intégrais pas. Je voyais que j'avais de grandes facilités dans des choses et de grandes difficultés dans d'autres. Ce qui est intéressant aussi à rappeler, et ça je le dis parce que je profite du temps que tu me donnes, c'est que quand on a un trouble de l'attention avec hyperactivité, le haut potentiel, il est un peu différent. On dit souvent que le HP augmente certaines parties du TDAH et annule aussi certaines parties du TDAH et inversement. C'est-à-dire que le TDAH va augmenter certains côtés du HP et annuler. Je vulgarise, c'est pas la peine de s'arracher les cheveux, je sais que je vais pas dans les détails, mais c'est pour dire que par exemple, moi, si on me fait faire un test de QI, avec mon trouble de l'attention avec hyperactivité, il y a 95% de chances qu'on me trouve un QI de 17. Voilà, ce qu'explique Jérémy Ferrari, c'est tout à fait vrai. Les tests de QI, ils ont été développés, élaborés pour s'adresser à une population de personnes neurotypiques. Si vous avez une neuroatypie, les tests ne sont pas faits pour vous. Et donc, il y a un très gros risque de biais au moment de la passation, c'est-à-dire que vous allez sûrement avoir un score de QI qui sera sous-évalué par rapport à vos capacités réelles. D'ailleurs, c'est un sujet qui est revenu très souvent sur les groupes d'autistes sur Facebook où je suis, des gens qui remettent en question vraiment la légitimité des tests de QI quand ils sont adressés, en l'occurrence aux personnes autistes, parce que du coup, ça ne correspond pas à notre façon de communiquer. Moi, j'invite les gens à se faire diagnostiquer pour quoi que ce soit, le HP ou d'autres choses, juste pour se comprendre. Moi, j'ai été diagnostiqué tard, mes parents m'ont élevé du coup de manière très normale et c'est pas plus mal parfois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'adapter un peu, je ne dis pas tout ça. Évidemment, on essaye tous, enfin, j'ai pas d'enfants, j'allais dire, on essaye tous de s'occuper de nos enfants. J'en ai pas. Donc là, quand même, Jérémy, ça fait un petit peu syndrome de Stockholm, non? Tu remercies tes parents de ne pas s'être adaptés à ton fonctionnement atypique et tu as développé des tas de troubles de santé mentale et tu es devenu alcoolique. On ne se connaît pas, donc je ne vais pas te juger. Peut-être que je me méprends, mais à mon avis, mon humble avis, si j'ose dire, si tu avais pu bénéficier dès ta toute petite enfance d'aménagements adaptés, d'un accompagnement adapté, je pense que tu aurais eu beaucoup moins de problèmes de santé mentale en grandissant et peut-être même
je dis bien peut-être, que tu n'aurais pas eu de problème non plus avec l'alcool. À ce sujet, je suis très pressée d'écouter Louane et ce qu'elle a à nous dire. On continue. Le truc le plus compliqué, c'est que genre, je pense tout le temps. Et c'est des pensées qui se mélangent tout le temps. Donc là, on a une interview de Louane pour le Nouvel Obs et elle va nous parler plus en détail des différentes manifestations du TDAH chez elle. C'est un témoignage que je trouve hyper précieux. On l'écoute. Un des trucs assez insupportables du TDAH, c'est que je coupe beaucoup la parole parce que j'ai très peur d'oublier ce que j'ai dans la tête. L'un des avantages du TDAH chez moi, c'est que j'ai une mémoire absolument incroyable. Ouais, je me suis auto-jeté des fleurs, mais c'est vrai. Mais par contre, je peux oublier un truc que tu m'as dit il y a une seconde. J'ai énormément de mal à me concentrer. Et parfois, je t'écoute, mais je n'entends pas ce que tu me dis. Mais c'est OK dans mon cercle parce que les gens le savent. Et du coup, genre, tu peux me dire une phrase, genre, et au bout d'un moment, je vais te dire, en fait, je t'ai pas écouté. Et j'ai de la chance parce que ça peut être hyper vexant pour la personne en face. Mais les gens qui sont autour de moi, ils savent. Par exemple, ma manager, quand c'est comme ça, elle me regarde, elle me fait « Tu t'es arrêtée où ?» Mais c'est trop cool. Parce que du coup, je lui dis « Je me suis arrêtée à tel moment. » Et elle reprend à partir du moment où je me suis arrêtée et c'est trop bien. Dans ce court extrait, on voit comment Louane, elle bénéficie d'un environnement adapté au quotidien pour l'aider à gérer son trouble de déficit de l'attention. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un nous parle et que les pensées s'en vont ailleurs et qu'on n'est plus du tout en capacité d'écouter ce que nous dit la personne, ça peut être extrêmement gênant de se dévoiler à ce moment-là et de reconnaître ce problème. La personne peut très mal réagir, peut très mal le prendre, peut nous juger très sévèrement. C'est vrai que le risque est grand de se dévoiler. J'ai encore parfois moi-même du mal à le faire. Et je trouve ça vraiment merveilleux, mais vraiment merveilleux dans le sens, c'est une merveille, quoi, que Louane elle puisse bénéficier d'un environnement bienveillant comme ça, de proches bienveillants avec elle à ce niveau-là. J'ai énormément de mal à lire. J'ai des crises de TDAH où genre tout va être trop et j'ai l'impression que genre tout va exploser autour de moi. Et en général, ça se voit sur moi. Ma voix, elle change. Je commence à vouloir tout faire en même temps et je dis tout ce que je pense d'un coup. Très souvent, avec les gens que je connais pas, je masque. Et ça, c'est un peu particulier parce qu'à la fois, c'est hyper difficile, mais c'est hyper simple. Dans le sens où c'est hyper énergivore, mais je le fais tellement depuis toujours que je sais le faire. Je pense que ça se manifeste à peu près comme ça. Et puis, c'est beaucoup de up and down. Hein. Émotionnellement, c'est très compliqué parce que... C'est très intéressant encore, parce que là, Louane, elle parle du masking. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'impression souvent que le masking, c'est un truc d'autiste. C'est pas du tout le cas. À partir du moment où on veut empêcher un comportement qui est naturel et spontané chez nous, on est obligé de faire du masking. Donc, par exemple, là, le fait de couper tout le temps la parole aux gens, socialement, c'est pas acceptable en fait. Enfin, à moins que tu aies 3 ans, mais encore. Et du coup, c'est hyper important d'être capable à ce moment-là de prendre sur soi, de se retenir, quitte à oublier ce qu'on a envie de dire, par exemple. Comme dans le cas de l'autisme, faire du masking pour dissimuler un TDAH, c'est hyper éprouvant, hyper fatigant, ça peut être aussi hyper stressant, et du coup, si c'est fait à répétition, encore et encore, sans espace de répit, eh bien, ça peut donner lieu à d'autres troubles qui vont se développer, comme pour compenser finalement l'état de stress et de vigilance auquel le cerveau est confronté en permanence. Dans la même journée, je peux vivre 1 milliard d'émotions, et la problématique, enfin, c'est pas une problématique, parce que à la fois c'est super, mais du coup, je vis tout hyper intensément et c'est hyper drama, en vrai. Dans le sens où, par exemple, un truc qui est absolument pas grave, ça va me rendre dingue, ça va me mettre dans une colère folle. Et en fait, là, il faut juste me laisser. Mais je reviens assez facilement. Là, en particulier, elle évoque quelque chose qui est très présent dans le TDAH, mais aussi dans l'autisme, qu'on pourrait appeler la dysrégulation émotionnelle, le fait d'avoir des difficultés très importantes à réguler ses émotions, à les réguler, c'est-à-dire qu'elles peuvent être très très fortes, très très intenses et nous exploser à la figure. Et je sais que, là, elle n'en parle pas, Louane, mais moi, ça m'arrive aussi d'avoir des moments où je ne ressens absolument plus rien. Je suis le vide intérieur, je n'ai plus d'émotions, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas rire. Même sourire, ça me coûte. Pour le coup, ce que ça m'a appris, le TDAH, c'est à, dans un sens, pas avoir d'ego. Évidemment, j'ai de l'ego comme tous les humains, mais à pas avoir d'ego et à être capable de reconnaître mes torts. Je masque encore beaucoup, mais de moins en moins parce que j'ai la chance d'être très bien entourée de gens qui comprennent complètement ma situation. Et du coup, à part quand je travaille, je masque pas, quoi. Il n'y a aucun moment dans ma vie où j'ai honte de dire, par exemple, que je suis en thérapie depuis des années et que c'est pas un problème. Au contraire, la première fois que j'ai vu un psy, j'avais 8 ans. Et pour le coup, à ce moment-là, c'était une honte. Et encore plus d'être une honte pour moi, c'était une honte pour mes parents. Donc c'est hyper compliqué quand t'es enfant et que tu ressens ce truc-là c'est pas hyper normal. Et effectivement, je vois qu'aujourd'hui, non seulement pour moi, c'est hyper facile d'en parler,
Je pense que c'est aussi parce que j'ai fait un chemin dessus. Mais surtout, je vois que le fait d'en parler, ça ouvre le sujet. Et en fait, ma génération, elle est vachement plus ouverte. Je réfléchissais pendant que Louane parlait et je me demandais si ce problème de régulation des émotions est pas encore plus impactant pour les garçons que pour les filles. Je m'explique, mais souvent le fait d'être émotif, quand on est une fille, c'est considéré comme normal, alors que quand on est un garçon, ça peut être vraiment très 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 mal vu. Et du coup, je me demande si s'il n'y a pas un plus grand risque de tomber dans les consommations de drogue et d'alcool quand on a un TDAH, si on est un garçon, que si on est une fille. Je vais aller vérifier ces informations et je vous dirai dès que j'aurai trouvé la réponse. Sur le fait de se soigner, en fait. Mais pour moi, c'est tellement logique. Genre, t'as mal au ventre, tu vas chez le médecin. Bah, t'as mal à la tête ou au cœur, tu vas voir quelqu'un, quoi. Je voudrais dire un très grand merci à Louane et à Jérémy Ferrari, ainsi qu'à toutes les personnalités publiques qui évoquent leurs troubles de santé mentale ou qui évoquent leurs conditions atypiques particulières, leur neuroatypie dans les médias. Effectivement, comme elle le dit très bien, ça contribue vraiment à ce que les gens aillent de plus en plus bien se faire soigner s'ils ont des difficultés, à ce qu'ils puissent être accompagnés s'ils ont des conditions neuroatypiques, comme moi par exemple. Il n'y a vraiment aucune honte à avoir des problèmes de santé mentale. Généralement, on ne se jette pas dans la dépression à bras ouverts de la même manière que quand on attrape la grippe, on n'est pas allé renifler tous les mouchoirs qu'on a trouvés dans la poubelle dans toute la journée, quoi. Putain, c'est ta faute si t'as eu la grippe, là, hein, fallait pas laisser traîner ton nez partout, hein. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres. Salut!